Bienvenue au Polysécure, épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent. Salut! Salut! Ça fait un bout que c'est pas parlé, ça va bien? Ah, écoute, ça va bien, oui, mais ça va vite. Ça va vite en Christ. C'est étrange, mais je perds du poids, même à travailler assis, tellement ça va vite, puis je fais des heures. Et je ne vous mens pas. Ouh là là, puis non, je suis pas affecté par le stress. L'ouvrage est énergivore ces temps-ci, autant physiquement que mentalement. Là. Ah, j'ai aucun doute. J'ai pas le bonheur de perdre autant de perdre de poids parce que je travaille trop, mais cela étant dit, oui, je connais la situation de trop travailler. Commençons par les shameless plugs. COVID, on est dans des pentes très intéressantes, donc la situation s'améliore. Souhaitons que ça continue dans ce sens-là. Continuer à maintenir le masque, les mesures de distanciation, gestes barrières sont quand même de mise, malgré les situations encourageantes. 24 février, ISACOM Montréal présente gestion de crise, cybersécurité, intelligence économique et IT World présente MapleSec Satellite Series qui sont essentiels. Puis d'ailleurs, cet événement-là a eu lieu le 24 mars également. Donc, si vous n'avez pas l'occasion de le voir ça parce que vous écoutez trop tard l'épisode ou la diffusion. Bref, 17 mars, ISACOM Montréal présente IoT, la sécurité des objets connectés. Le 24 mars, Cyber Threat Intelligence. Et du 4 au 8 avril, Québec numérique présente la semaine numérique qui revient avec les événements. La programmation vient d'être divulguée. Super intéressante pour tous les événements et spécifiquement pour le Secure, lequel nous intéresse plus. Du 4 au 6 avril, la programmation aussi. On a à peu près la vaste majorité des conférences qui ont été diffusées. On va en diffuser quelques autres prochainement à suivre sur les médias sociaux si vous êtes intéressé à la pièce. 24 avril, ISACOM Montréal présente l'actualité de la protection des données personnelles. Et finalement, le 17 mai, ISACOM Montréal présente les entreprises face aux risques algorithmiques. Commençons avec les nouvelles. Je vais passer la nouvelle à Vincent sur les 33 millions de personnes surveillées, qui est un peu un cas, qui est un peu une invasion de la vie privée qui a été, mettons, passant tout du radar pendant le confinement. Non, pas tout à fait. C'est pas une invasion de vie privée, Nico. C'est tout simplement l'Agence de santé publique canadienne a demandé la collaboration de TELUS. Écoute, ça s'est fait dans les règles de l'art où ils ont été en mesure d'obtenir de façon agrégée, là, autrement dit, et totalement anonyme, les données de localisation de clients de chez TELUS. TELUS s'est assuré effectivement de respecter son contrat en ce qui a trait à la vie privée des gens, protection des renseignements personnels, ETC. Toutefois, sachant que ces données-là de localisation sont des données complètement anonymes, agrégées, le problème, c'est que il y a d'autres sources de données auxquelles le gouvernement pourrait accéder ou détient déjà, lesquels il pourrait mettre en concordance avec cette base de données-là afin d'identifier justement les individus. Ce qui d'où le titre, être en mesure d'épier 33 millions de Canadiens sans s'épuiser, là, de façon quasiment legit puis en dessous du radar. C'est là que pourrait être le problème. Santé publique, c'est un organe du gouvernement. Il y a d'autres organes qui récupèrent également aussi de la donnée sensible, même de façon anonyme, et certaines autres qui détiennent tout simplement de façon totalement légitime pour traiter des dossiers. Assurance sociale, Revenu Canada, puis toute autre forme de prestation de services canadienne où ils pourraient facilement inclure deux bases de données et puis un bon petit recherche V à gauche et à droite. Et puis là, je caricature ici, je vois Nicolas rire, là. Mais là, c'est un organe, en fait, de télécom qui qui produit cette information-là, qui est très précieuse en passant. Puis quand je dis précieuse, c'est pour la non-divulgation. C'est pas précieux pour les équipementiers de télécom. Mais ils ont fourni de l'information qui pourrait être mise en concordance avec d'autres données détenues par le gouvernement ou d'autres fournisseurs tiers avec qui ils font affaire. C'est là qu'est le problème. C'est que la consommation des données, c'est le nouveau Klondike. Du moment qu'on possède une base de données intéressante
Une deuxième devient... en fait, on est en train de forger de l'or avec ça pour justement des fins soit bienveillantes, mais souvent malveillantes. Alors voilà. Ouais, c'est tout simplement ceci. Très intéressant parce que ça l'amène plein de choses, parce que justement, la détention de cette information-là, c'est une chose. Tu parles de croisement de données, c'est tout là le problème, parce que en vie privée, les gens vont souvent, ou les compagnies vont souvent diminuer la valeur des métadonnées, par exemple, parce que dans le cas que TELUS a transmis, c'est jamais des métadonnées. C'est pas de la donnée en tant que telle. Fait que c'est juste comment les gens se sont déplacés, non comment les gens ont échangé des données dans le contexte. Tout nu, ça vaut peu de choses ou c'est peu intéressant. Croisé, comme tu mentionnais, ça a une valeur inestimable. Puis là, c'est là où les enjeux sont importants parce que le Québec est en train de reviser ses lois qui vont permettre à ces différents ministères de croiser ces données, qui à l'heure actuelle ne sont pas capables, ne sont pas autorisés par la loi de croiser les informations. Donc, c'est un contexte qu'il faut être éveillé. Je ne dis pas que le gouvernement du Québec fait fausse route avec ce qu'il veut faire. Il faut juste prendre le temps d'analyser correctement la portée des modifications qu'ils veulent effectuer, justement pour s'assurer que ce croisement de données-là, dans le cas de comme TELUS a fait là, parce qu'il y a un bénéfice, c'est-à-dire on s'entend, ça l'a permis pendant cette période-là d'analyser tout le volet de COVID, le mouvement des populations, ce qui s'est passé. Si ça reste en vase clos puis les données sont effacées après, c'est tel que tel, moi, confort est quand même bien. Le problème, c'est que c'est généralement pas ça, puis je vois la face à Vincent qui fait comme non, effectivement, c'est généralement pas ça. Et c'est là où ça commence à être un problème, c'est que les gens commencent à étudier, les compagnies ou les organismes publics commencent à utiliser pour d'autres objectifs l'information qu'ils ont récoltée. Donc, c'est là où ça devient dangereux parce que croiser avec n'importe quoi, puis juste l'information qui est disponible sur nous, sur Google, par exemple, sur Facebook, puis on croise ça avec les mouvements cellulaires, c'est malade là, ce qu'ils peuvent en déduire, puis c'est très dangereux et très corrosif à la démocratie, à la liberté d'expression, à la liberté individuelle qu'on peut avoir. En passant, petite note complémentaire que je ne t'ai pas dite, le gouvernement a demandé de poursuivre l'exploitation de ces données-là pour les 5 prochaines années. Ça veut dire que est-ce que c'est le même agenda? On ne sait pas. Ont-ils un agenda caché? Encore là, on ne le devinera pas. Écoute, tu viens de parler justement d'une requête pour que certains ministères puissent se partager des BD pour croiser ces données-là. C'est pas compliqué, Nico. Écoute, je vais faire une petite parenthèse française, conspirationniste. Si éventuellement un niveau hiérarchique à l'éthique suffisamment élevé tranche que non, on ne fait pas ça, il y a une deuxième option. Des ministères peuvent se regrouper justement pour éventuellement partager cette information-là, puis qui deviendrait en fait un élément qui passerait entre toi et moi, que ce soit médiatisé ou non, l'histoire de partage. 2 ministères qui fusionnent, qui travaillent de façon conjointe. C'est pas des nouvelles intéressantes habituellement, mais c'est quelque chose qui pourrait arriver, effectivement, et on se retrouverait dans cette situation-là où, comme par hasard, certaines barrières législatives pourraient justement soit ne pas être respectées. Je suis convaincu qu'avant que les ministères se partagent les données, il doit y avoir beaucoup d'études, puis s'assurer que, mais tu sais, ça devient beaucoup plus simple de cette façon-là aussi. Bon, je ferme ma petite parenthèse conspirationniste. De toute façon, on a vécu, le CNES est un bel exemple justement de fusion de 2 à 3 ministères qui avaient sensiblement le même objectif, mais passablement pas les mêmes données pour les atteindre. Et c'est un ministère qui est devenu étrangement relativement puissant, si tu veux, mon avis. Des liens très étroits avec la RAMQ, très, très étroits avec la justice, et gère l'ensemble des normes et du code et de la sécurité au travail. Ça fait beaucoup de données entre toi et moi, là. Oui, ben c'est ça. C'est pour ça que comme citoyen, il faut être très vigilant face à ce genre de choses-là, qu'on fasse valoir justement la protection de ces informations-là, qu'il n'y ait pas d'abus qui en est fait, parce qu'il y a quand même évidemment qu'il y a des bénéfices dans ce qui a été fait par la santé publique fédérale, mais il ne faut pas que ces bénéfices-là se transforment en un moyen de contrôle
des populations et des informations. Fait qu'il faut toujours demeurer vigilant. Je sais qu'il y a, je parle beaucoup avec des avocats en droit, en protection des renseignements personnels. Ils sont très sensibles à ces informations-là. Ils ont des voix très intéressantes. J'espère qu'ils vont les faire valoir dans ce contexte-là, justement, pour s'assurer que les informations soient correctement protégées, que la balance du bénéfice soit bien équilibrée pour pas pénaliser les gens dans un contexte de contrôle des masses. Écoutez, vous irez voir l'article. L'article, ce que j'ai fait, c'est un très, très bref résumé. Là, Nicolas puis moi, on a soulevé peut-être certains enjeux, tout simplement, qui pourraient survenir. On les mentionne également là-dedans. Là. Tout part encore une fois, tout part de quelque chose, d'un objectif bénéfique pour le bien commun, mais qui pourrait se transformer justement en cauchemar si la poursuite des choses ou un événement X ou une mauvaise décision à niveau hiérarchique approprié Y surviennent, puis ça pourrait être utilisé effectivement là, à d'autres fins que celles initialement prévues. C'est ça. Bref, surveillez les nouvelles, assurez-vous que c'est correct, ça correspond à vos valeurs, puis dans le pire des cas, contactez votre député justement pour faire valoir vos préoccupations face à ça, parce que c'est très important. On a quand même des lois de plus en plus correspondantes à cette préoccupation-là. Donc, utilisez ces lois et ces lois en devenir pour faire valoir ces éléments-là. Passons à la nouvelle suivante, qui est finalement le Zero Trust, que j'adore énormément. C'est Vincent est très. Le Office of Management of Budget, l'OMB, a publié, puis c'est dans la même mouvance que ce qui se passe avec l'ordre exécutif au fédéral américain, tout ça, de mettre en avant le Zero Trust. Là, ils ont commencé à imposer aux différents ministères, ou en tout cas les agences aux États-Unis, des règles d'application du Zero Trust. Donc, s'associer à des notions budgétaires, parce que c'est justement l'OMB qui en parle. C'est l'espèce d'organe qu'ils utilisent justement pour imposer les règles dans l'ensemble de l'appareil gouvernemental américain, ce genre de choses-là. Là, l'article en dit long, c'est le fun, il y en a qui sont pas contents. Les règles sont très minimalistes, tant qu'à moi, sont très de base. On pourrait, à certains points, dire que c'est comme PCI DSS à ses débuts, c'est-à-dire que ça ne fait que rehausser le niveau minimal, mais c'est pas de la vraie sécurité, c'est de la conformité, blablabla. Il demeure que ces règles-là, ça applique, ça oblige le MFA, ça oblige une certaine forme de segmentation minimale, ça oblige certains éléments comme ça, qui sont pour certains d'une autre époque. Mais si on en doit en parler maintenant, c'est parce que ça n'était pas fait. Fait que si c'est pas fait, puis même si ça date d'une autre époque comme terme de concept, c'est quand même une bonne chose de les amener maintenant. Il amène aussi le concept de diagnostic continu, c'est-à-dire de surveillance continue, un peu ce que Gartner amène sur le CARTA, c'est-à-dire l'espèce de boucle de renforcement continu de surveillance qui amène une espèce d'amélioration des contrôles de sécurité, des éléments comme ça. Donc, ça a du bon, mais en même temps, il faut se rappeler que ces genres d'organismes centrales-là sont pas là, comme le NIST, par exemple, pour amener des éléments un peu plus philosophiques de réflexion à long terme. Ils sont plus là pour donner des mesures, des choses qui sont mesurables. Fait que les règles sont énoncées, sont essentiellement très mesurables. Fait que si tu es capable de mesurer, justement parce que tu as des pénalités, j'imagine, qui sont associées avec ça. Fait que si tu mesures là, une des choses, puis la façon facile, c'est le MFA, l'authentification multifacteur. Si elle n'est pas déployée, c'est facile à mesurer et c'est facile à pénaliser si c'est pas déployé. S'il y a une politique de GIA, de gestion d'identifier les accès qui est en place, c'est beaucoup plus mou à vérifier. Donc, beaucoup plus difficile de mettre en application ce genre de choses-là. Je veux dire enforcer, puisque le mot anglais m'arrive plus vite. Mais c'est beaucoup plus difficile de mettre en œuvre et justement de pouvoir contrôler, de mettre les points de pression. Et comme PCI DSS, parce que les mesures de contrôle dans le PCI DSS sont essentiellement toutes des mesures qui sont très opérationnelles parce qu'elles sont mesurables. Puis c'est là où on arrive. Est-ce que j'ai une chose négative à ça? Non, parce que ça l'amène le niveau minimal à un niveau mieux que qu'est-ce qu'on était. C'est loin d'être parfait,
le zéro trust, dans la façon que les autres l'ont interprété, est très basique et très 2007 quand ça a été développé parce que ça a beaucoup évolué, le concept est beaucoup maturé depuis. Mais minimalement, le niveau de l'eau monte. Fait que les attaquants vont avoir plus de difficultés. Ça l'amène une certaine amélioration. Puis j'aime beaucoup le rire de Vincent. Fait que justement, j'ai passé la parole pour suivre. Ah non, c'est juste que j'aime ton expression, le niveau de l'eau monte. Hein? C'est plus complexe pour un attaquant, effectivement. Écoute, ce que tu peux dire pour PCI DSS, là, c'est tout simplement c'est des contrôles hautement techno. Puis un contrôle techno, là, faut pas oublier, hein, on a beau verbaliser l'objectif du contrôle, ça produit un indicateur. Puis c'est ça que Nicolas veut dire, c'est que l'indicateur devient facilement mesurable. Tu sais, je reviens à l'existence d'une politique de sécurité où ça devient un petit peu plus mou, là. Écoute, on t'en 2022, là. Hein? On est en 2022, là. On souffre de 100 milliards par année volés par des pirates, là. Puis il faudrait se dire que la politique, c'est suffisant, là. Ça suffit, cette façon de penser-là, là. Ça prend la politique, puis ça prend les moyens. Puis pas juste l'énoncé, puis la position de la direction vis-à-vis une telle politique, que ce soit GIA, que ce soit politique d'authentification, sécurité, peu importe, là, ça prend le moyen aussi qui va avec, parce que juste de dire qu'il y a une politique, il n'y a aucun régulateur, mais de nos jours, qui va débarquer chez vous, qui va dire « Ah, oh, vous avez une politique? Mon Dieu, wow, c'est non. » C'est quoi la portée de la politique? Puis, c'est quoi vos systèmes névralgiques, là? On va aller voir s'il y a une application, parce que si la politique est plus là, c'est ce qu'on appelle une dérogation implicite. Puis des fois, une dérogation implicite, là, ça marche pas, là. Fait que c'est du mou. Puis si j'étais un régulateur, moi, c'est instantané, hein. Mon radar à marde, là, il va dans cette direction-là, puis en partant, là. Les régulateurs commencent à être bons, tabarnak. OK? C'est arrêter de dire que vous avez des politiques, des principes, puis il y en a encore de romans. Non, faut que les bottines suivent les babines à un moment donné, puis il faut que la portée ait un sens avec votre prestation de service. C'est tout ce que j'avais à dire, là. Retournons sur le zéro trust. Je suis absolument d'accord, puis généralement, ça fait longtemps, ça doit faire une dizaine d'années que j'utilise ça. J'ai une image dans mes présentations. C'est la natation, la vitesse. Et ce qui arrive, c'est qu'on voit Jésus courir sur l'eau pendant que les nageurs essaient d'aller. Fait que c'est complètement injuste comme situation. Et la réalité, c'est que l'attaquant, puis je sais c'est majeur parce qu'elle est forte, l'attaquant se fout de votre politique interne, se fout de vos affaires. L'attaquant, il va attaquer, il va voler tout ce qu'il a volé, là. Il s'en sac. C'est justement l'attaquant, c'est Jésus. Là. L'attaquant, lui, il surfe, en fait, il court sur l'eau, là. Parce que vos mesures sont pas assez robustes. Oui, mais c'est en plein ça. Lui, tu sais, l'attaquant, il s'en sac de ta politique de sécurité, puis de ton cadre de gestion. Puis, parce que si tu n'as pas fait descendre ta politique, ton cadre de gestion et tes directives dans l'opérationnel, puis c'est un peu ça, la critique qui est mentionnée, mais en même temps, je comprends l'OMB de baser sur des critères très mesurables. Fait que c'est parce que justement, les gens ne descendent pas jusqu'à un critère mesurable. Ils font juste ah ouais, mais j'ai une directive, c'est correct. Mais si personne ne la suit, l'attaquant ne la suivra assurément pas. Fait que s'il est capable de contourner votre MFA, parce que votre directive est là, mais elle n'est pas appliquée techniquement, ben on n'est pas avancé. Là, parce que si on est capable de contourner, l'attaquant va contourner et te dire si. Puis ça, c'est terrible parce que les mesures de sécurité qui sont, à mon sens, inefficaces, c'est quand que les utilisateurs ne le respectent pas. Qu'est-ce que vous pensez que les attaquants vont faire? S'ils voient que les utilisateurs ne respectent pas, ils vont suivre le même chemin de contournement avec les mêmes principes. Fait que là, on a raté l'objectif. On ne sécurise pas, on fait juste comme cocher quelque chose, puis on n'a pas compris. Puis je suis vraiment pour s'en se coller, ben rehausser le niveau de l'eau. Au Québec, on l'a fait là, avec le confinement. D'ailleurs, on a obligé le MFA, bon, au Québec, le gouvernement du Québec, il y a eu des directives qui ont obligé l'application du multifacteur sur l'authentification en info nuagique. Puis depuis, ben, ça s'est découlé sur les systèmes internes et ainsi de suite. Tranquillement, les directives centrales au Québec ont obligé ce genre, un peu comme le OMB fait aux États-Unis. Fait que ça a du bon. Est-ce que 100% des organisations l'appliquent?
Sûrement pas, parce que l'humain étant l'humain, il y a toujours des gens qui vont dire non, mais moi, je suis spécial. Ouais, mais t'es spécial, puis l'attaquant, il aime le spécial parce que justement, le spécial, c'est ce que l'attaquant préfère. C'est bon, le spécial, parce qu'on sous la dent, ça goûte super bon, le spécial, parce que le spécial, justement, n'a pas mis toutes les mesures en place. Puis, c'est moins cher, le spécial, habituellement, sur le menu aussi. Hein? il est moins cher, puis il est plus accessible. Il est plus accessible. Mais écoute, ça, juste pour faire du pouce sur ce que tu dis, avant que tu poursuives, oubliez pas que les lois puis les régulateurs présentement sont en train d'étendre leurs tentacules pour leur portée en termes d'entité puis de type d'entité. À un moment donné, là, le oui, mais moi, j'ai-tu horreur de quelqu'un qui me répond en startant une phrase de même? Oui, mais moi. Écoute, c'est égocentrique, arrogant, discriminatoire, puis complète. Écoute, je vois, puis zéro mature en partant là, c'est zéro argument. Moi, ça m'exècre à mort. Mais bon, faites attention à les lois, les régulateurs commencent à étendre justement la portée au niveau des types d'entités qui vont éventuellement devoir leur répondre. Fait que les oui mais moi de ce monde, je vais les appeler comme ça. Là, chez moi, le oui, mais moi, là. Vous adhérez pas ou vous avez pas d'argent ou vous avez pas les compétences. Moi, je vois c'est les trois seuls tracks que je vois, là. Puis, mais à un moment donné, cherchez-vous à survivre. Si vous voulez survivre, en passant, j'ai-tu dit si vous voulez? Non. Vous le savez pas, mais vous êtes sur le respirateur artificiel. C'est ça que je veux dire. Et puis, il y a un petit Jésus, là, malveillant, qui court sur l'eau présentement, là, puis vous flashez en dessous de l'eau, là, puis il vous voit, là. Mais bon. Entièrement, mais le oui, mais moi. C'est ça, c'est ces petits flocons de neige qui croient qu'ils sont plus spéciaux, mais bref, on va tous rencontrer. S'il vous plaît, arrêtez de faire ça, ça sert absolument à rien. Vous allez fondre. Le printemps arrive, vous allez fondre. Puis le printemps arrive vite. Dans ce cas-ci, le cyber, les lois changent, les régulations changent. Pour ceux qui ont connu le changement de Sarbanes-Oxley, je pense qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui l'ont trouvé un peu raide. Ça se pourrait que ce genre de législation arrive là en cyber. Souhaitez pas. Régulez-vous avant que ça arrive parce que le législateur va le faire parce que les fiascos dans lesquels on est sont suffisamment grands que ça va peut-être arriver. Passons à une nouvelle suivante, le CISA, l'organisme Cyber Security Infrastructure Security Agency des États-Unis, a diffusé, je pense que c'est cette semaine, la semaine passée, une série d'outils de sécurité gratuits et plus ou moins gratuits sur leur site pour vous aider à vous sécuriser. C'est une ressource qui est exceptionnelle. Même si les outils sont gratuits, c'est valide. Attendez pas que de payer nécessairement un grand montant d'argent pour des certains nombres d'outils. Il y en a qui sont très efficaces, gratuits, parce qu'il y a beaucoup de gens qui croient et qui contribuent à l'élément open source. Consultez. Si vous n'avez pas les moyens, allez-y. N'ayez pas de scrupules parce que c'est gratuit. Je crois que c'est une excellente ressource pour les entreprises qui débutent. J'espère que vous ne débutez pas, mais j'imagine qu'il y en a encore beaucoup qui débutent dans ce domaine-là, qui ne sont pas en mesure ou ne comprennent pas la portée de ce qui est en cyber. Puis je me rappelle les premiers rapports de tests d'intrusion que je faisais, puis à quel point les clients étaient étonnés, à quel point c'était peut-être facile d'accéder à leurs informations. Soyez pas ces gens-là, on est en 2022. Il y a des outils. Ça, c'est une excellente ressource. Consultez-la. C'est dans les show notes. Comme tout, dans le fond, tout ce qu'on parle est dans les show notes d'ailleurs. Fait que si vous n'avez jamais consulté, allez les consulter. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de ressources intéressantes. Moi, c'est à peu près ce que j'ai à dire là-dessus. Vincent, tu as quelque chose à rajouter de spécifique? Non, surtout si il y a des outils comme ça qui sont disponibles encore gratuitement. C'est le temps de les essayer, là. Hey, tu viens-tu?
Babillard, 87, 88, 89, là où on a inventé les pléonasmes. En fait, les mots puis pléonasme where à la fin, les freeware, les where. Écoute, la quantité de bebelles qu'on a essayé là-dessus, pour moi, c'est la même affaire, là. C'est, come on, go for it, testez ça, environnement de test. Faites des simulations, puis vous allez trouver demain la perle rare. La perle rare. Vous mettrez le prix au bout si vous voulez la version gratuite. No ad, hein, quand je vais appeler ça de même, je vais caricaturer. Mais tu sais, des fois, c'est le genre d'outil qui peut être tout simplement juste suffisamment intuitif puis qui vous introduit de façon tangible. Moi, je suis pas un théoricien, hein, je suis un praticien. C'est de cette façon-là que moi que j'apprends. Puis comme certains d'entre vous, j'imagine, mais aller faire les essais de ces freeware-là, de ces shareware-là qu'on disait à l'époque aussi. Je vois Nicolas rire, effectivement, quelle belle nostalgie. Là, ça n'existe plus, ces termes-là. Ben, en fait, ça existe encore, mais c'est plus utilisé comme Nicolas et moi, on l'exploitait à l'époque. Mais on a fait des belles découvertes. Nicolas puis moi aussi, là, nous autres, au début, c'était le jeu vidéo, c'était les systèmes de traficage photo, vidéo, etc. On a tous commencé par le shareware. Les compagnies de sécurité vous offrent l'opportunité, justement, d'avoir quelque chose de tangible avec leurs produits. Go for it, là. Vous risquez d'être, vous serez pas déçus, justement, là. Vous allez peut-être être surpris du résultat, mais vous ne serez pas déçus. Tout ce que j'ai à dire, c'est, moi, j'encourage ça, là. Ça me fait les bons souvenirs de shareware. C'est une autre époque. Ben, c'est une époque où j'avais très peu d'argent aussi. Fait que je sais pas, peut-être pas en général mesure de payer les 10 shareware parce que, bon, étant étudiant, cet argent-là n'était pas disponible à cette époque-là. Mais maintenant, on parle d'entreprise, tout ça. Fait que oui, aller explorer ces informations-là, là, c'est très bien qui a mis en place ces ressources-là. Mais de toute façon, le CISA met de plus en plus de ressources disponibles. Je pense qu'ils ont accéléré cette démarche-là de sensibilisation. C'est sûr qu'il faut parler anglais lire l'anglais pour comprendre ce qui est marqué, mais minimalement, faites-le traduire si vous n'êtes pas capable parce que le degré d'information qu'ils mettent à la disposition gratuitement, elle est fantastique. Dans le cas, on va parler d'un cas récent comme Log4j, par exemple, dans lequel ils ont mis beaucoup d'informations disponibles. Ils ont aidé aussi les gens à démêler un peu de toute la complexité dans laquelle c'était. Fait que je pense que de ce côté-là, les Américains ont fait un point intéressant. D'un point de vue canadien, on a l'équivalent aussi, peut-être un peu moins dynamique parce qu'on a un peu moins d'argent. On est quand même 10 fois moins que les Américains. Mais il demeure qu'on a quand même un organisme fédéral qui met à la disposition de ce genre de choses-là. L'information sont mises dans les show notes aussi pour ces sites-là, le CCC qui permet ce genre de choses-là au Canada qui, je sais pas, depuis 2 ans, je crois, mettre des ressources très, très intéressantes. Là, ils ont enfin mis à la disposition du grand public. Fait on a un point de vue intéressant, puis à la limite, pour les Européens, le NC en France qui diffuse énormément d'informations. Pour les Québécois, ça a une certaine valeur parce que, bon, c'est francophone, fait que c'est déjà beaucoup plus facile d'approche. Par contre, c'est pas toujours relatif à notre cadre législatif, fait que juste de valider ce qu'il en est, mais il y a beaucoup de ressources très intéressantes de ce côté-là aussi. Terminons avec une nouvelle de Vincent, l'homme qui fait trembler le crime organisé. Ah, écoute, la nouvelle a flashé. J'ai lu ça. J'ai été agréablement surpris. Je vais pas faire de la promotion. Je les connais pas, mais grosso modo, on a une petite entreprise de Québec qui se démarque notamment à Las Vegas et qui n'a pas dans son giron ou son portefeuille de clients l'Auto-Québec, un local, puis on comprend pas. Mais bon, en fait, outre toute l'intelligence artificielle ou les systèmes d'apprentissage automatisés qui est très, très, très performant, en fait, dans l'industrie du jeu. Les machines à sous, là, pour utiliser les termes un peu plus vulgarisés, là. Puis pas vulgaire, discriminatoire, vulgaire, en voulant dire machine à sous, Chris.
Il y a beaucoup de ces algorithmes-là d'apprentissage qui vont être en mesure d'évaluer justement le comportement de la machine, si une machine aurait pu être altérée, bon, etc., etc. Mais outre ça, ce que la compagnie de Québec a fait, en fait du Québec, ils ont développé une petite boîte noire qui installe sur la machine à sous. Mais c'est pas le comportement de la machine. On n'a pas besoin, c'est une machine. C'est le comportement du joueur qui sont capables d'évaluer là-dedans, qui est fort intéressant. Parce que, outre que la machine ait pu être altérée ou non, la source de l'objectif de la machine, c'est d'attirer un SBI qui va mettre des 25 cents, des piastres, des 10 piastres, a pu finir dans sa machine. C'est ce comportement-là qu'on veut déceler. Et puis, ils ont développé des algorithmes fort intéressants pour déceler les comportements de joueurs qui sont là pour s'amuser, même blanchir de l'argent, d'où le titre « Pire cauchemar de du crime organisé », parce que ça semble en fait, ça semble pas, ça fonctionne et donne des résultats, notamment dans l'industrie du jeu aux États-Unis, ces belles petites boîtes-là, pour identifier justement les joueurs qui sont là pour des fins autres que pour s'amuser. Alors, un article fort intéressant. Vous le regarderez. Ce n'est pas très technique, c'est suffisamment verbeux et bien vulgarisé. Bien sûr, comme entité, je comprends qu'on reste avare de nos secrets pour arriver aux objectifs et conserver vos secrets parce que c'est la première fois que j'entends parler de ça, justement que il y a une analyse de comportement, mais dans le domaine du jeu à l'argent, justement, là, que je trouve fort intéressant. De toute façon, on a des prophètes dans son pays. Au Québec, on est particulièrement fort là-dessus. J'ai un exemple autre que ça. Il y a une compagnie de la Gaspésie qui développe des masques en tissu qui sont équivalents du N95 et ils n'ont pas été homologués par la CNSST que seulement quand un article est paru dans les journaux. Parce que justement, ils en vendent ailleurs, ils en vendent en Europe, ils en vendent aux États-Unis. Et ici, ils n'étaient pas reconnus comme des masques équivalents des N95 jusqu'à temps que ça arrive. Fait qu'on est dans un univers-là. Fait que ce que l'Auto-Québec boude, cette compagnie-là n'est pas étonnant. Malheureusement, mais il n'est pas étonnant. Fait que c'est capable de faire son profit ailleurs, tant mieux. Parce que de toute façon, ça ramène de la richesse ici. Fait que c'est quand même ça l'objectif. C'est très intéressant de voir ce genre de compagnie-là. Pour ceux qui suivent Ozark, ben là, ça vient un peu gâcher le plaisir de ce genre de compagnie, de ce genre de pseudo-casino qui blanchissent de l'argent justement volontairement. D'un point de vue légal, c'est très bien qu'on ait des outils disponibles à ce genre de choses-là. Le législateur et la capacité d'application de ces lois-là aussi, parce que justement, on essaie de limiter ou carrément interdire le blanchiment d'argent parce que c'est souvent associé des activités criminelles que socialement, on ne veut pas parce qu'ils mènent à des situations beaucoup plus néfastes. Très intéressant. J'imagine qu'il y a un peu d'algorithmes de AI, des choses comme ça dans ce genre de bidule-là. Je trouve ça super trippant qu'une compagnie québécoise se démarque dans ce marché-là, même si elle n'est pas nécessairement reconnue à la maison. Écoutez, moi, ça clôt sur cette nouvelle-là. Il semble que le monsieur Earl réside à Las Vegas pour pénétrer le marché. Écoutez, ce qui est normal. Je veux pas faire du mauvais pouce sur l'Auto-Québec, mais si l'Auto-Québec le boude, c'est sûr qu'il va sacrer son camp puis il va aller dans le marché, un marché plus étendu et lucratif. Mais écoutez, moi, j'ai trouvé que c'est un bel article, puis je suis convaincu que l'Auto-Québec sont en train d'évaluer la nécessité, le besoin, l'objectif, ou peu importe, pour une telle compagnie. De toute façon, ça sera l'avantage de tous, là. Mais ça dépend aussi d'études de marché, là. L'étude de marché puis la consommation des machines, justement, qui sont sous la gouverne de l'Auto-Québec. On est une petite société d'État qui offre les services de jeu. C'est très différent des États-Unis. On est beaucoup plus jeune que les États-Unis dans ce dossier-là, sous l'égide, justement, de l'Auto-Québec, là. Fait que il y a toutes sortes de peut-être mauvaises raisons ou certainement très bonnes raisons qui font que la société d'État n'accepte pas. L'industrie du jeu aux États-Unis, ça fait un petit bout que ça dure.
c'est un terrain de jeu fertile justement pour le crime organisé, parce que je ne sais pas comment l'Auto-Québec fait avec... j'ai pas vu les états financiers entiers au niveau des machines à sous. Aux États-Unis, puis de façon très conservateur, peut dire que c'est au-delà de quelques milliards. Puis quelques milliards en argent pour le crime organisé, c'est trop de dollars de toute façon en partant. Là. Ouais, mais de toute façon, philosophiquement, c'est pas la même chose. De toute façon, aux États-Unis, c'est des entreprises privées qui sont gérées qui sont supervisées par l'État. Ici, c'est l'État qui se met là-dedans. Effectivement, le niveau de maturité est probablement ce qui explique la situation. Mais il demeure qu'une société d'État n'a pas l'agilité ou nécessairement le besoin d'aller aussi vite que ce qu'une entreprise privée. Et dans ce contexte, tu parles de Las Vegas, tous les casinos sont privés, mais sont surveillés par le législateur, par l'État. À ce moment-là, ils sont intéressés à éviter ou à diminuer le niveau de fraude qui sont chez eux parce qu'ils ont des pénalités qui sont associées, fait qu'il y a des incitatifs qu'on n'a peut-être pas ici, qui ne favorisent pas ce genre de choses-là. Puis, par nature, une société d'État, il faut que ça réfléchisse beaucoup, ça a des comités, tout ça, fait qu'il y a comme une forme de un naturel qu'on a besoin d'une certaine forme de consensus dans ces organisations-là qui paralyse un peu l'innovation, des choses comme ça. Mais c'est le propre des sociétés des sociétés d'État et des sociétés publiques. Fait que, parce si on fait pas ça, là, il y a des gens qui vont dire qu'on n'a pas pris des bonnes décisions. Fait que, tu sais, bon, c'est pas une critique négative face aux autres, mais c'est une réaction. Comment les sociétés d'État doivent se conformer pour éviter la critique publique. Là. C'est l'état de la société dans laquelle on est. Heureusement ou malheureusement, comme on peut voir ça, il n'y a pas de gravité de ce côté-là. C'est pas un souci, c'est juste malheureux qu'on ne bénéficie pas de cette expertise-là chez nous. Ça complète, fait que comme Vincent avait complété aussi, fait que sur ça, clôt l'épisode. Bonne semaine. J'espère qu'on va enregistrer plus vite que ça. J'espère dans 1 ou 2 semaines. Sinon, au pire, au mois prochain. Non, on dit jamais au pire, Nico. Arrête ça. On dit toujours au mieux. Puis oui, ça risque d'aller à la semaine prochaine. Des petites décisions à prendre. Mais non, trêve de plaisanterie. Oui, des petits impondérables ces dernières semaines. Là. Autant de mon bar. En fait, 2 de mon bar, puis 1 du côté de Nico. Il faut qu'on finisse par s'ajuster. Bien entendu, on est fort occupé. Mais ça va reprendre de plus belle. Fait que sur ce, salut! Salut!